Nous allons vous présenter une opération qui se déroule, un chantier qui se déroule à Lyon même. C'est la restauration des murs d'enceinte et des ateliers du Mémorial national de la prison de Montluc. Donc je me présente, Michael Chez, architecte du patrimoine. Je vais présenter le projet, la genèse de ce projet et le choix du matériau qui a été utilisé pour la restauration des murs. Et ensuite, je vais laisser présenter la partie réalisation à Loïc Guaréguer qui va se présenter. Bonjour à tous, donc Loïc Guaréguer, je suis directeur régional pour la société Jacquet. Donc on est spécialisé dans la restauration du patrimoine, maçonnerie, taille de pierre. Alors, je vais simplement présenter en fait le lieu. C'est un lieu de mémoire avec une charge historique particulière, et c'est ce qui va faire comprendre en fait les enjeux de la restauration et de la reconstruction d'une partie des murs d'enceinte. Donc, je vais vous présenter le site, son histoire, le site aujourd'hui et les enjeux du projet de la restauration. On va, alors c'est en régie. Est-ce qu'on a le Voilà, le site, et ça c'est... On n'a pas de point rouge. Bien. L'ancienne prison de Montluc, donc c'est un établissement qui a été créé en 1921 à l'issue de la Première Guerre mondiale. C'est une prison militaire qui a été faite de façon un petit peu économique et relativement sommaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un niveau de protection vraiment important. C'est un bâtiment, un volume qui se définit selon deux enceintes périphériques de 100 mètres de long sur environ 80 mètres de large. Ce bâtiment a été fait pour des militaires à la base et elle a vu son histoire se charger au niveau de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle est devenue un lieu de détention sous d'abord le régime de Vichy et sous l'occupation allemande. C'était une prison à la base qui était faite pour un peu plus de 120 détenus, et elle a connu dans la période de la Seconde Guerre mondiale un effectif qui a pu dépasser les 1300 personnes. Donc des conditions de détention tout à fait particulières, terribles. Une histoire en fait qui est liée à l'histoire de la déportation, de la résistance et de toute la période de l'occupation. Cette prison, après la période de la Seconde Guerre mondiale, est redevenue prison et elle a servi à plusieurs types d'incarcération. Une détention notamment pour les prisonniers d'Algérie. Et ensuite, on est revenu sur une prison civile jusqu'en 2009. Elle a été de 87 à 2009 une prison exclusivement pour femmes. Le site a été fermé comme prison en 2009 et la prison est devenue mémorial national donc la même année, et elle a été protégée partiellement au titre des monuments historiques. Donc aujourd'hui, c'est un monument qui se visite, c'est un lieu de mémoire et ça raconte finalement quelque part toute l'histoire du XXe siècle et toute l'histoire en tout cas des conflits du XXe siècle. Donc elle reçoit du public et du public jeune, des élèves essentiellement. Elle est ouverte toute l'année et elle se trouve dans un niveau de détérioration qui faisait que elle ne pouvait plus être en condition, sans réparation importante, de continuer à recevoir du public. La configuration des lieux, c'est donc cette double enceinte, 100 mètres sur 80 environ. Cette double enceinte définit un chemin de ronde, ici, dans lequel circulaient les surveillants.
Et à l'intérieur de la deuxième enceinte, on avait un certain nombre de bâtiments, avec un bâtiment de détention, un greffe, des ateliers qui servaient aux détenus, et puis un certain nombre de bâtiments annexes. Ce lieu a évolué durant toute son histoire et a évolué donc dans sa morphologie. Cette prison a été protégée au titre des monuments historiques pour l'histoire qui s'est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, elle a une charge historique qui est beaucoup plus vaste. Et l'idée, c'est de pouvoir conserver l'ensemble des traces, des vestiges in situ, pour éviter de perdre des morceaux d'histoire particuliers et continuer à raconter l'ensemble de ces histoires.
l'entreprise, on voit la marque, etc., etc. Voilà. Mais ces enduits ont quand même une caractéristique quelque peu esthétique. Ce sont des enduits avec une couleur plutôt agréable qui prennent bien la lumière, un petit peu dorée, et ça crée une vraie ambiance sur les lieux. La problématique de certains autres murs où on avait des soutènements donc, qui participaient aussi à la déstabilisation de leur structure. Et donc on a fait un certain nombre d'investigations pour évaluer en fait, les risques liés à la stabilité de tous ces murs. Donc on a fait des relevés pour essayer de déterminer toutes les déformations que l'on voit là. Essayer de ne pouvoir intervenir de façon que très ponctuelle sur certains ouvrages qui nécessitaient absolument. Donc les risques, bien évidemment, il y avait des risques à plus ou moins long terme, avec essentiellement un risque d'effondrement et donc un risque porté pour les usagers du site, le public et les agents qui y travaillent. Donc l'enjeu de ce projet, c'était de maintenir l'ouverture du site au public, donc y compris durant les travaux, de conserver les ouvrages, assurer leur stabilité, leur protection, leur pérennité, améliorer les conditions d'accueil du public et développer l'ouverture du site au public en offrant des espaces d'accueil plus importants en surface. Donc la restauration s'est portée sur 3 points essentiels. La restauration donc, des murs d'enceinte, le deuxième, les ateliers, et le troisième, c'est le chemin de ronde, l'aménagement et notamment l'accessibilité. Et le but, c'était de pouvoir, pour garder les traces et la totalité des traces, pouvoir garder le site dans son état de 2009, lorsqu'il a été ouvert en tant que mémorial. Donc l'idée, ce n'était pas de restituer une époque particulière, ou même l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ou d'autres époques particulières, c'était vraiment de garder l'aspect des lieux. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus. Donc les enjeux de restauration, c'était évidemment pouvoir reprotéger et redonner en fait, les capacités à ces murs à pouvoir être pérennisés. Donc c'est à la fois couvrir, assurer une couverture étanche des couvertines, assurer une protection des élévations et assurer leur stabilité, notamment avec des renforcements de fondations. Alors, l'idée du diagnostic précis de l'ensemble des murs, c'était de pouvoir, effectivement, comme je disais, ne garder ou ne remplacer qu'un minimum de murs qui était absolument essentiel à la conservation du monument. Et ce qui a fait que lorsqu'on... Je vais revenir en arrière. Là, en l'occurrence, lorsque vous voyez les pointillés, c'est tous les murs qui ont été restaurés. Et le très plein, ce sont les murs qu'on a dû en fait, déposer pour qu'ils puissent être reconstruits, car leur capacité de stabilité était trop peu importante. Alors, le choix de la pierre, finalement, c'était pour répondre à ces caractéristiques. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait un matériau qui puisse être durable, un matériau qui puisse tenir dans des conditions de terrain, de stabilité qui étaient relativement précaires, et un matériau qui puisse reprendre le système constructif du mur. C'est-à-dire que c'est l'idée du mur masse sans aucun chaînage. L'idée de l'absence de chaînage a permis de réaliser des enduits en n'ayant quasiment aucun joint de reprise ou aucun joint de fractionnement, et de pouvoir conserver ainsi l'aspect général des élévations. Donc on a eu l'idée de la pierre parce qu'elle répondait à l'ensemble de ces caractéristiques, donc à la fois sur la question du poids, de la densité, à la fois sur la question du système constructif, donc un mur masse, sans chaînage, sans aucun raidisseur béton ou armature métallique. Et ça permet finalement aussi dans l'esprit d'être dans un matériau durable, puisque le mémoire a vocation, lui, contrairement à la prison militaire, de pouvoir durer de façon éternelle. Au-delà du système constructif, en faisant une petite étude du coût de la mise en œuvre, on s'est aperçu que le mur en pierre massive était plus économique que la reconstruction en béton courant, soit en béton en bloc d'aggloméré, soit en béton banché de quelque sorte
qu'il soit. Et on arrive sur le budget à économiser plus de 120 000 euros sur ces ouvrages. Voilà. Donc ça a permis aussi d'entériner le choix et de justifier ce choix particulier d'utiliser une pierre massive. Sur la question de la mise en œuvre, ça a permis aussi de gagner du temps, puisqu'en fait l'ensemble du travail de taille ne se fait pas sur site. En revanche, la pose c'est une pose quasiment à sec, donc on a un chantier propre, hyper rapide et tout à fait convaincant par rapport à la question de l'usage et de l'ouverture au public. Et puis enfin, il y avait un élément qui n'a pas participé au choix, mais qui est un élément quand même important, c'est la question de la dépense carbone, puisque par rapport à la réalisation de murs en béton, par exemple, on avait un bilan qui était beaucoup plus favorable. Alors, ça, c'était l'aménagement des ateliers. Une partie des ateliers ont été déconstruites et reconstruites. Et il y a notamment le mur qui est le mur d'enceinte qui est ici. Alors ça, c'est une maquette de mise en œuvre pour montrer les volumétries à la maîtrise d'ouvrage. Et donc c'est ce mur-ci qui a été reconstruit en pierre massive, où on voit apparaître les blocs massifs. Alors ça c'est la photo de la mise en œuvre, mais après je vais laisser la parole aux maçons. Et donc l'idée c'était de pouvoir utiliser un matériau facile à mettre en œuvre avec des moyens aujourd'hui modernes de levage. Et faire travailler des maçons accessoirement qui se sont amusés à faire du Lego donc ces dernières semaines. Voilà. Je te laisse la parole, Loïc. Donc rebonjour. Alors en fait, il y a des maçons qui ont travaillé dessus, mais il y a aussi des tailleurs de pierre. Pour rectifier, c'est important, moralement. Voilà, donc on est effectivement dans une des coursives après reconstruction. Donc vous pouvez voir à gauche le mur terminé, à droite des murs qui sont conservés, en sachant qu'on a fait des piquages en recherche pour reprendre les enduits. Ce qui est particulièrement intéressant de noter sur ce projet-là, c'est qu'on utilise la pierre pour ce qu'elle a d'intéressant en termes de bilan de carbone, en termes de coût, mais à la fin, elle va être enduite. Donc c'est important de le noter parce que souvent, on est très content de mettre de la pierre massive, mais la pierre massive, ça reste un matériau de construction et il peut être aussi recouvert. On n'a pas forcément besoin de l'utiliser pour son esthétique. Et donc là, on est vraiment dans l'utilisation structurelle du matériau. Voilà, donc on a des calepins. En fait, du coup, il y a eu un système, on a démoli la totalité de ces murs qui correspond à peu près à un L, qui correspond, on va dire, à un tiers à peu près des linéaires du mémorial. Derrière, il y a eu donc tout un travail avec des micropieux, une semelle béton, une fondation béton armé pour pouvoir aller chercher les bons sols avec les pieux. Et derrière, donc, on est parti sur ces calepins-là. Le seul intérêt de ces calepins, puisqu'ils ne représentent pas une grande difficulté technique, en fait, c'est que quand on travaille en pierre massive, il y a vraiment un souhait d'optimiser toute la chaîne de production. Et du coup, le calepin, il a surtout de l'intérêt pour la palettisation et les livraisons en fait, de pierre. C'est-à-dire que nous, on demande bien aux carriers à respecter tout ce schéma-là, et en plus des codes, surtout à être exigeant sur tout le process de livraison, palettisation, puisque après, c'est ce qui va faire la réussite du chantier, c'est effectivement de recevoir les pierres dans le bon ordre. Et puis il faut se dire que quand on est dans des rendements comme ça, on va poser l'équivalent de 2 semis par jour. Donc en fait, on ne peut pas stocker suffisamment de pierres pour pouvoir rebondir. Puisqu'on est contraint, vous avez compris que c'était un site qui continuait à accueillir du public. Donc on avait une zone de stockage qui était entre guillemets limitée. Hop là. Juste sur le matériel. Donc pour les chantiers de pierre massive, on utilise, quand on le peut, tout du moins, des grues. Vous avez vu qu'on travaillait dans un chemin de ronde, donc on était très contraint en place. Donc du coup, on a été obligé d'utiliser du matériel un peu moins lourd qu'habituellement. Donc on avait un petit télescopique qui servait uniquement à la première phase, qui était excusez-moi, de décharger les camions, pardon. Une fois qu'on avait déchargé, on avait une zone de stockage et derrière, on faisait biller tous les blocs puisque c'est un problème qui est un peu bête, mais qui est une des grosses pertes de temps pour nous. C'est-à-dire qu'on doit faire biller les blocs pour pouvoir les poser. Ils sont livrés à plat. En fait, aucun transporteur ne va vouloir vous livrer à champ
à cause du risque de chute des pierres. C'est quelque chose de bête, mais à chaque fois, c'est une étape qui va coûter un quart d'heure, 20 minutes, et qui est assez importante et qui coûte du temps. Et derrière, on avait donc un gros chariot télescopique qu'on utilisait comme une grue. Le seul avantage, c'était sa capacité à se déplacer. Là, on voit bien l'encombrement où on est vraiment au max de ce qu'on peut faire. Donc sur la pose, alors, sur cette partie-là, on verra qu'il y a une autre partie qui est la partie atelier. On travaille avec des pinces à bordure, du coup une pince perdrielle, hein, tout simplement, sauf qu'elles sont automatisées, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'aller mettre vos mains dedans, ce qui est quand même un certain avantage. Et derrière, en fait, tout le travail se fait à la nacelle, c'est-à-dire que tout le travail, entre guillemets, de finition, rejointoiement, si on fait des coulages complémentaires, on fait tout à la nacelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas mobiliser un échafaudage pour faire ce type d'intervention. Tout le petit travail derrière se fait à la nacelle. Voilà. Donc on a cette... et après, oui, on a juste ce que j'évoquais tout à l'heure. Chaque bloc étant livré, derrière, on doit à chaque fois le faire biais pour pouvoir le mettre... pour pouvoir le poser derrière. En sachant qu'on était sur 4 assises, 3 assises, j'ai un doute, 4, enfin ça dépend des zones en fait. On avait entre 3 et 4 assises, donc on est aussi sur des bâtiments qui ne sont pas trop élevés, qui permettent la pose avec ce type d'engin-là. Quand on va au-delà d'un R+1, forcément il va falloir travailler avec une grue. Mais là, ça n'était pas le cas. Voilà, et ça c'est la deuxième partie, donc c'est le mur de l'atelier. Où là, en fait, il y a eu un matrissage pour pouvoir avoir un rendu esthétique sur la face vue dans l'atelier. À l'extérieur, c'est enduit. Et donc, du coup, ça a été travaillé chez un de nos confrères, la société de Mars, il n'est pas là, qui a usiné toutes les pierres, nous les a livrées telles quelles. C'était un souhait donc architectural, esthétique, sauf que nous, ça générait une contrainte complémentaire, c'est que du coup, on ne peut plus poser à la pince perdrielle. Puisque de fait, on ne peut pas travailler avec une mâchoire, on va abîmer ce matrissage et risquer des éclats, etc. Donc on avait travaillé à la base avec un procédé qui est plus très recommandé, qui s'appelle les louves, sauf qu'en fait, on faisait éclater les pierres. Tout simplement, elles ne tenaient pas en flexion, les pierres éclataient. Et du coup, ce qu'il a été trouvé finalement, c'est avec un système d'élingage. On perçait le bloc sur le premier tiers haut. On avait un système d'acier qui était en attente. Et en fait, une fois qu'on avait posé le bloc, l'acier, on le faisait, ça fait un espèce de chaînage, même si ça ne sert à rien. Mais de toute façon, on avait sur le côté où, quand on venait poser un bloc, en fait, sur le côté où on avait l'autre bloc, forcément, on perdait à chaque fois cet élément-là. Mais ce n'était pas une gêne particulière, mais ça nous a permis de barder tous ces blocs et de les poser sans avoir le risque d'abîmer ce matrissage, quoi. Voilà. Et là, pareil, 70-80 mètres de long, le bâtiment atelier. Ouais, 70 mètres de long. Voilà. Donc là, on voit un peu, en fait, on n'est ni plus ni moins sur une programmation de commande numérique. C'est une 5 axes, on verra après. Et en fait, on a juste un chemin avec un système de vagues. Et on voit bien dans le détail, en fait, on voit bien toutes les passes avec la tête du disque diamanté. Sauf que quand on le voit à côté, en fait, effectivement, ça a un rendu qui est tout particulier et qui permet quand même d'avoir un jeu d'ombre assez intéressant sur le rendu final en intérieur. Oui, et Michael me dit aussi, sur un point de vue acoustique, apparemment, ça permet d'améliorer l'acoustique de cette grande salle, quoi, de ces grandes salles. Voilà. Et donc, la débiteuse qui a été utilisée, ouais, c'est une Thibaut TC 1350. Ah, j'ai 5 axes, pardon, j'ai oublié le 5. Donc, toutes les pierres ont été usinées comme ça et après été livrées sur chantier. Pareil, à plat, toujours le système de bardage, je relève et je viens poser. Alors, quelques chiffres juste. Donc, sur la pierre, donc on a évoqué ça tout à l'heure. On avait un problème, on avait une fourchette entre 1,6 tonne et 2 tonnes au mètre cube. C'était la contrainte forte. Alors pour ceux qui connaissent, forcément, en plus, les carrières de verse sont des carrières qui sont bien avancées sur la pierre massive et on a un coût de revient qui est relativement faible par rapport à beaucoup d'autres pierres massives. Donc la taille moyenne de bloc, on voit 1,90 m par 90 de haut par 60 d'épais. Donc on était à peu près à 2 tonnes par élément. 317 blocs posés. En tout, il y a 450 mètres cubes qui ont été posés. La dernière phase,
on va dire les 350 mètres cubes du mur d'enceinte, ils ont été posés en même pas 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment très rapide, quoi. Et donc on voit au plus haut, on monte à 8 mètres, à 8 mètres 40, moins 90, à 7 mètres, on va dire à 7 mètres 50 au plus haut. Pour les équipes, donc les temps de pause en moyenne, on est à 3h50 par bloc. Hein, donc ça fait à peu près des ratios de 3h50 au mètre cube. En sachant qu'on intègre dedans effectivement, on part de la livraison et du coup on a le déchargement, toute la manutention, le retournement des blocs, pose sur bain de mortier. Alors juste, comme c'est des pierres très ouvertes avec une porosité assez élevée, en fait on utilise un méthyle de cellulose dans le mortier pour éviter que les joints ne brûlent avec l'eau, enfin par l'absorption de l'eau, que le mortier brûle. Après on a les joints de finition qui sont intégrés. Et puis on s'arrête là puisque comme on l'a expliqué, derrière on a un enduit qui est réalisé, donc voilà, sur à peu près les ratios de temps. Et les équipes ont tourné donc sur les 2 premières assises, on était avec 4 personnes. Donc un pilote sur le rotatif, un pilote sur le télescopique, c'est-à-dire qui fait tout le bardage, qui amène les pierres, qui les fait biller, et après un maçon et un aide-maçon pour la pose et tous les resuivis de joints, coulage, parce que les joints verticaux étaient fichés coulés en général. Et sur le dernier rang, pour des problèmes de hauteur, il y avait une personne de plus. Donc on était plutôt à 5 pour la pose. Sur les besoins matériels, donc on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, on a effectivement un chariot rotatif de 18 mètres, le chariot télescopique 9 mètres, la pince automatique et une nacelle articulée. Et voilà pour toute la partie pose. Donc pour finaliser, après s'il y a des questions on y répondra bien volontiers. Donc en fait on le note là sur cette partie là, mais surtout sur l'autre, on a l'habitude ces derniers temps, puisqu'on a fait d'autres projets nous en pierre massive, c'est vrai qu'on utilise la pierre pour toutes les vertus qu'on a citées préalablement, mais aussi des vertus esthétiques. Il ne faut pas oublier, je trouve ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet, que là le matériau a été choisi pour son coût de revient, non pas qu'il soit moins cher que du béton, mais vu qu'on avait des problèmes de portance de sol, en fait, on était obligé de rajouter un certain nombre de structures, et un gros travail sur les bétons qui rendait le coût de revient du béton assez élevé. Et c'est pour ça que la pierre a été choisie, parce que justement elle nous offrait une densité et un module de pose qui est intéressant. Le rendement, parce qu'effectivement, on le voit, on est quand même capable d'avoir des rendements très très élevés malgré les surfaces ou les volumes de mise en œuvre. Et la dernière chose, on retourne un peu aux lettres de noblesse de la pierre, c'est-à-dire ça reste un matériau basique de construction, et c'est pas du tout négatif, c'est-à-dire que ça peut être aussi juste enduit, on n'a pas besoin forcément d'utiliser le matériau pour ses caractéristiques esthétiques. Voilà. S'il y a des questions? Fourni posé, c'est ça? Ouais, de mémoire, on est à 750 fournis posés le mètre cube. Voilà, donc au mètre cube, donc ça fait 1 mètre cube, là, ça fait à peu près 2 mètres carrés. En fait. Excuse-moi. Donc, je voudrais savoir comment vous trouvez l'équilibre entre l'économie et le côté d'être en bas carbone. Alors, il y a la question, du coût, vous voulez dire économique au niveau du coût, on est d'accord? Oui. En fait, tout simplement, la pierre a été utilisée parce qu'en fait, elle était tout à fait adaptée à toutes les caractéristiques qu'on demandait au mur. En fait. C'est-à-dire que c'était l'adéquation parfaite au point de vue technique pour le rendu de la géométrie du mur, de son aspect, de sa capacité à recevoir un enduit. La réalisation d'un mur avec un autre matériau, ça aurait pu être de la brique, ça aurait pu être éventuellement, même on n'aurait pas imaginé en pisé, mais sur les caractéristiques dimensionnelles du mur, ça aurait nécessité des chaînages, ça aurait nécessité des joints de fractionnement. C'est-à-dire qu'au point de vue technique, ça aurait été
inadapté. Voilà. Donc après, effectivement, ça a été le choix technique qui a été mis en valeur dans un premier temps. Et ensuite, par conséquence, l'étude des coûts a visiblement confirmé que c'était le meilleur choix pour la réalisation de ces murs. Et effectivement, la question du coût carbone, en fait, le coût carbone sur le matériau pierre, c'est finalement que le transport. Le sciage se fait avec des machines quasiment toutes électriques, c'est-à-dire qu'en fait on a très peu de consommation carbone pour la réalisation de ce chantier. Voilà. Merci. Si j'ai bien compris, il n'y avait aucun chaînage sur l'ensemble de la construction pierre massive quand vous montiez à 7 mètres, c'est ça? Aucun. C'est bien. J'avais peur de ne pas avoir compris correctement. Alors non, il n'y a pas de chaînage en fait. Il faut. C'est là où la question, si on avait utilisé une pierre plus légère par exemple, cela nécessitait des chaînages. Voilà. Donc il fallait vraiment trouver la juste. La caractéristique de masse volumique adaptée pour assurer cette stabilité sans aucun chaînage. Voilà. Et c'est ce qui nous évite tous les joints de fractionnement, de reprise, si on avait eu des chaînages béton, voire même après, ça aurait pu être aussi des chaînages intégrés, mais là aussi c'était du temps de mise en œuvre. Voilà. Alors en revanche, il y a quelques joints de fractionnement, des joints de dilatation qui ont été réalisés. Et ils ont été faits selon le calepin des pierres, c'est-à-dire que ce n'est pas des joints droits qui ont été sciés, c'est-à-dire que le joint se fait en fonction des calpinages de pierre. Voilà. C'est la seule différence finalement que l'on verra entre les murs en mâche-fer existants et le mur reconstruit en pierre, mais ces joints il y en a très peu qui ont été mis en œuvre. Donc en fait, tout simplement, il faut avoir un bureau d'études de structure qui soit en capacité de vous faire le calcul et de vous faire la justification à ce calcul. Et effectivement, trouver des bureaux d'études aujourd'hui qui sont en capacité de faire ces raisonnements sans l'aide ou sans l'idée du béton, de l'armature en acier, c'est finalement assez peu courant. Voilà. Et donc tout le jeu, finalement, se revient aussi à l'ingénieur qui est en capacité de trouver les justifications, tout simplement. Et il ne me semble pas que vous ayez nommé le bureau d'études structure, justement, qui travaillait pour vous. C'est le bureau d'études Siméo, qui était Lyon. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Deux petites questions. La pierre qui est usinée ici, c'est de la verse ? Non, pardon. Ouais. Effectivement, donc on a deux types de pierres. On a la pierre pour les murs courants, les murs d'enceinte, c'est la pierre de verse, et ça c'est la pierre de Tervoux. Elle a été utilisée aussi pour ses caractéristiques de densité de masse volumique, et là elle a été utilisée par rapport à son grain pour pouvoir arriver à avoir cet aspect de taille beaucoup plus fin que qu'on n'aurait pas pu avoir avec la pierre de verse. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a cette nature de pierre particulière pour avoir juste l'effet de la pierre apparente à l'intérieur des ateliers. Merci. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez réexpliquer l'ajout de méthyle de cellulose pour les joints? C'est pour rétenteur d'eau, non? En fait, tous les mortiers hydrauliques utilisés, enfin je ne vais pas l'apprendre, mais un mortier hydraulique, il a besoin du coup de la présence d'eau forcément pour générer sa réaction chimique et faire sa prise. Le problème, c'est quand on est sur des pierres très poreuses, si on les mouille, même si on les mouille, en fait, elles vont complètement pomper l'eau. Du coup, on n'a plus d'eau présente ou pas suffisamment pour avoir une réaction chimique adaptée, la carbonatation de la chaux. Et donc, du coup, on se retrouve avec un liant qui atteint jamais sa résistance mécanique optimale. Et donc, en fait, c'est juste le méthyle, en fait, permet en gros de limiter l'absorption d'eau. Et puis, c'est bon, c'est un produit qui est relativement naturel, quoi. Donc, voilà. Merci.